ces 18e Assises nationales des déchets sont ouvertes. On va lancer tout de suite notre premier atelier où nous allons aborder la dynamique complexe autour du statut de déchets. Une table ronde construite avec les pilotes des Assises Arthur Ouin de Suez, Recyclage et Valorisation et Benjamin Denis du groupe Séché Environnement. Merci à tous les deux pour leur contribution. On va se poser ces questions pendant une petite heure et demie. Quels bénéfices attendent des sorties de statut de déchets et quels sont les risques associés? Depuis plus de 10 ans, la législation fixe un cadre permettant de sortir du statut de déchet. Alors, quelles sont les conditions à poser pour encadrer au mieux ces sorties? Quels sont les retours d'expérience? Sans plus attendre, je vous propose de découvrir nos invités. Nous rejoint pour poser le cadre réglementaire Corinne Belvez, chef du bureau de planification gestion des déchets. Je vous invite à nous rejoindre de la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Je propose d'asseoir ici. Merci d'être là. On échangera avec vous sur les conditions requises pour la sortie de ce statut de déchet. On discutera des avantages pour une économie plus circulaire avec nos intervenants. On accueille Benjamin Denis, responsable des relations institutionnelles du groupe Séché Environnement. Je vous demanderai, Benjamin, je vous en prie de vous installer, quelles sont les opportunités et les risques potentiels liés à un assouplissement de la réglementation, introduit notamment par la loi Industrie verte. Et cette table ronde est l'occasion de profiter de retours d'expérience. On va découvrir des exemples très concrets, notamment menés par la SNCF pour la réutilisation de matériaux. On en parle avec Anne Guerrero, qui nous rejoint, directrice de la délégation à la transition écologique de la SNCF. Vous allez nous dire, madame, quels gains environnementaux et économiques vous, à la SNCF, avez pu observer grâce à ces nouvelles pratiques. Autre retour d'expérience très attendu, celui du groupe Michelin. On accueille Roger Ebengou, directeur normes et règlements du groupe Michelin. Vous allez nous partager, monsieur, l'ambition de l'entreprise d'atteindre 100% de matières recyclées d'ici à 2050 et les défis associés à cette transition. Et vous allez nous parler, bien sûr, des obstacles réglementaires à cette sortie de déchets et l'importance d'une harmonisation européenne pour soutenir l'économie circulaire. Alors, cette table ronde est organisée en 4 temps. Nous allons d'abord échanger sur la réglementation, puis nous échangerons sur les opportunités de la sortie du statut de déchets avec des retours d'expérience. On abordera aussi la question des risques avant de conclure sur les perspectives et enjeux. Alors, un programme assez chargé, donc je vous inviterai à être autant que possible synthétique dans vos réponses. Vous pourrez bien sûr intervenir via les questions SMS au 06 44 64 65 04. Le numéro est affiché dans quelques instants sur l'écran et vous pourrez également réagir au micro. On a prévu plusieurs séquences pour cela à l'occasion de ce débat, précisément 3 séquences de questions-réponses. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Corinne Belvez. Je vais vous demander de vous saisir du micro. Je rappelle donc que vous êtes chef du bureau de la planification et gestion des déchets à la DGPR. Question toute simple pour commencer. Que nous dit la réglementation ? Merci, bonjour à tous. Effectivement, la réglementation déchets est une réglementation spécifique. Donc, si une substance ou un objet est considéré comme un déchet, à ce moment-là, on a une réglementation qui encadre particulièrement les aspects environnementaux et sanitaires pour prévenir la façon dont est géré ce déchet. Donc typiquement, ça va être la gestion de ce déchet depuis son transport, son stockage, sa collecte et, le cas échéant, son élimination. Ce déchet peut être valorisé sous statut de déchet. Donc c'est par exemple le cas quand on a des terres excavées qui peuvent être valorisées en remblai. On a également le cas de matériaux qui peuvent être remis sur le marché en tant que déchet. Donc ce n'est pas un problème de remettre sur le marché un déchet. Mais pour autant, on a une procédure spécifique qui prévoit une sortie de statut de déchet. Donc il est possible pour un déchet de revenir dans le cadre des produits et donc de ne plus être soumis à la réglementation sur les déchets. Donc cette procédure est définie au niveau européen et elle correspond au cas où on a un processus de valorisation. Donc après avoir été valorisé, le déchet, s'il présente des garanties en termes de qualité, de sécurité, du fait qu'on aura un repreneur qui va bien s'en occuper et
qui sera avec un usage identifié, alors à ce moment-là, le déchet n'est plus soumis à la réglementation sur les déchets, mais revient dans la réglementation produit. Donc l'intérêt de ce passage sous la réglementation produit, d'un point de vue par exemple marché, c'est qu'on n'a plus pour ce déchet différentes contraintes ou différents encadrements qui notamment encadrent les responsabilités légales qui sont plus importantes dans le cas des déchets ou des conditions de transfert, d'exportation. Donc voilà, l'intérêt de ce statut de déchet est surtout pour les différents produits qui permettent qui en sortent. Et c'est surtout qu'on peut, du coup, avec une sortie de statut de déchet, se retrouver avec un produit qui a les mêmes réglementations, se retrouve à égalité sur le marché des produits entre le déchet sorti de statut de déchet et le produit issu de matière vierge, ce qui n'est pas le cas forcément pour le déchet et le produit. Et vos services, est-ce qu'ils sont sollicités régulièrement pour des demandes de sortie de statut de déchet? Alors, en fait, il existe plusieurs niveaux de sortie de statut de déchet. On a d'abord les sorties de statut de déchet au niveau européen. Donc, dans ce cas-là, ces sorties de statut de déchet sont définies par un règlement d'exécution européen qui est directement applicable. Donc, il n'y a pas de demande à faire au niveau des services de l'État français, puisque la réglementation s'applique directement. On a également la possibilité d'avoir des sorties de statut de déchets au niveau français. Alors c'est une possibilité, certains États membres ont choisi de ne pas faire de sortie de statut de déchets. En France, on a mis en place ce cadre depuis quelques années maintenant et qui a pas mal évolué depuis 2010. Donc la procédure historique qui existe depuis le départ à ce niveau, c'est une procédure par fixation de critères dans le cadre d'un arrêté ministériel. Donc pour ce faire, il suffit de faire une demande auprès de la Direction générale de la prévention des risques et on définit pour un type de déchet et pour un usage donné les critères et les usages qui pourront être acceptables pour cette sortie de statut de déchet. Donc cette procédure est toutefois assez lourde pour deux raisons. La première, c'est que comme on va avoir un arrêté ministériel qui va s'appliquer de manière générale, ce n'est pas un arrêté nominatif, on va essayer de regarder les conditions qui puissent bénéficier au plus grand nombre. Donc on va notamment essayer de voir que les conditions environnementales et sanitaires sont bien mises en place pour un usage et un type de déchet le plus large possible dans ce cadre-là. Et la deuxième raison, c'est que la procédure est définie au niveau européen et comprend un certain nombre de durées incompressibles liées notamment à la consultation du public ou à la notification auprès de la Commission européenne. Donc c'est pour ça que pour accélérer la procédure, on a essayé de mettre en place de nouveaux types de sorties de statut de déchets, mais je crois qu'on y reviendra. Et donc ce type de procédure par arrêté ministériel, donc qui existe depuis 2010, on en a aujourd'hui une dizaine en France, avec des types de déchets et des usages assez variés, plus ou moins ciblés. Donc on peut citer par exemple les cartons récupérés et triés, ou de manière plus ciblée, les textiles découpés pour un usage comme chiffon d'essuyage, ou de l'huile de pyrolyse utilisée en vapocraquage, ou des terres excavées et sédiments qui peuvent être utilisés en génie civil ou aménagement. On imagine que pour les services de l'État, c'est un peu un changement de philosophie, cet avènement de l'économie circulaire. Concrètement, votre approche, elle a évolué? Comment elle a évolué? Alors effectivement, il y a eu du coup une évolution dans l'approche vis-à-vis du déchet. Donc, historiquement, on peut schématiquement dire que le déchet était vu avant tout sous l'angle de la protection environnementale et sanitaire pour éviter toute pollution. Donc l'objectif, c'était de différencier le déchet, de le distinguer du produit. Et donc, dans ce cadre-là, on avait mis en place un certain nombre de systèmes de surveillance, puisque le déchet, comme c'est ce dont on se défait ou dont on a la volonté ou l'obligation de se défaire, on essaye de garantir que le déchet ne se retrouve pas dans la nature ou qu'il ne soit pas mal géré ou géré de manière inadéquate. Et donc, dans ce cadre-là,
On a mis en place des dispositions spécifiques sur la traçabilité du déchet, sur le fait que le producteur soit responsable du devenir du déchet, ou sur les possibilités de transfert à l'étranger, puisque les déchets, notamment les déchets dangereux, sont plus contrôlés. Et là, avec l'essor de l'économie circulaire, on se retrouve avec une approche différente, qui est que finalement, le déchet doit être ce qui se retrouve en concurrence avec le produit. Et donc, on essaye de remettre des conditions équitables entre ce qui revient sur le marché, puisqu'avec l'économie circulaire, en fait, l'objectif, c'est bien de remettre, le déchet est une ressource, donc on le remet sur le marché, et donc il faut qu'il se retrouve en concurrence avec des matières premières vierges, avec des produits. Et finalement, on ne le différencie plus, déchets et produits, dans ce cadre-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a quand même un changement d'approche assez important, et ça soulève pas mal de questions en termes de réglementation. Alors, pour éviter qu'il y ait des différents traitements, il y en a qui proposent, enfin certaines parties prenantes ont mis sur la table de supprimer le statut de déchet. Voilà, ça pose quand même la question de la manière dont on gère les déchets qui sont non valorisables ou qui sont quand même un coût. Mais c'est vrai que toutes les questions, et la ministre l'a évoqué, sur le futur Circular Economy Act, donc le règlement sur l'économie circulaire ou la directive qui a été prévue, sont autour de ces questions, et notamment si on veut créer un marché unique des déchets ou des matières secondaires, tel que c'est indiqué dans la feuille de route de la nouvelle commissaire à l'environnement et du vice-président de la stratégie industrielle. Ça veut dire qu'il faut qu'on se pose les questions sous un angle qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait historiquement. Merci. On a une question SMS, on va en prendre quelques-unes. Pouvez-vous nous faire l'état, Madame Belvès, de l'avancée des travaux du ministère sur la sortie du statut de déchet pour le broyat de bois? Ce matériau utilisé par la filière du compostage partagé dispose de nombreux avantages pour la nécessaire transition écologique, dont la captation carbone. C'est Nicolas du réseau Compost Citoyen qui pose la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse synthétique ou pas à apporter à Nicolas. Oui, c'est en cours. On est en train de réfléchir à cette sortie statut de déchets, voilà, qui pose de nombreuses questions. Donc pour le moment, elle est en cours. Merci Nicolas pour cette question. N'hésitez pas, j'essaierai autant que possible de solliciter nos intervenants pour vous répondre. On va maintenant s'enrichir de retours d'expérience. On va découvrir d'abord des exemples concrets d'initiatives de la SNCF pour la réutilisation des matériaux. On voit ça avec vous, Anne Guerrero. Je rappelle que vous êtes directrice de la délégation à la transition écologique de la SNCF. Donc très concrètement, quels exemples, quels retours terrain vous pouvez nous produire aujourd'hui ? Alors, c'était difficile de faire le choix. Vous savez que la SNCF, c'est comme une grande maison. Je rappelle toujours des chiffres, parce que c'est utile. Derrière, on voit bien tout ce que l'on va produire, effectivement, tous les produits et toutes les matières dont on va disposer. Mais on a un gros acteur industriel et on gère 30 000 km de voies, plus de 3 000 gares, des milliers de bâtiments. Voilà, donc évidemment des milliers aussi de matériel roulant. Et tout ça, évidemment, on l'achète, on le consomme. Et puis après, on s'en défait. On s'en défait, et là, il faut voir comment, effectivement, on s'en défait. Donc, pour nous, on dit qu'on a vraiment un vrai capital matière, en fait, puisque, voilà, quand on parle de l'infrastructure, c'est du caillou, c'est du ballast, c'est du rail, donc c'est de l'acier, c'est des traverses, c'est du caténaire avec les fils, etc. Dans les gares, évidemment, c'est toutes les déchets liés toute la matière liée au bâtiment. Dans le matériel roulant, on va avoir du verre, on va avoir de l'acier, on va avoir de l'aluminium. Voilà, on va retrouver un peu tous ces... Et alors, il y a de la matière que l'on produit nous-mêmes, et puis il y a aussi tous les produits, en tout cas, ou peut-être déchets, produits par les tiers, puisqu'on accueille des retail, des commerces en gare, mais on a aussi beaucoup de clients qui produisent ces déchets, donc nous ne sommes pas producteurs, mais nous en sommes détenteurs. Voilà, donc quand on a vu tout ça, on voit que ça a un poids très important, et que donc toutes ces actions, on les fait vraiment massivement, d'où l'importance pour la SNCF en fait, de prendre ce sujet à bras-le-corps, et vraiment de ne plus effectivement de sortir de cette notion de déchets, et de vraiment parler de capital et de ressources matières
qu'on va essayer donc à qui on va essayer de donner le maximum de nouvelle vie. Alors pour ça, j'ai pris en fait plusieurs exemples. Alors, c'est vrai que nous, on a quand même un double défi, hein, la SNCF, c'est que voilà, il faut absolument qu'on contribue à la décarbonation, voilà, et donc notamment la décarbonation des transports. Donc ça veut dire qu'il faut faire plus de trains, plus de voies, etc. Et pour autant, dans les limites planétaires, hein, et dans un milieu contraint, et donc avec une attention très particulière à l'empreinte qu'on va avoir sur la ressource. Voilà, donc on est vraiment dans cette optique-là, à la fois de répondre à cet enjeu de transport décarboné, mais tout en limitant au maximum notre empreinte environnementale. Donc j'ai pris l'exemple un peu d'ailleurs dans l'ordre qu'a eu Madame la Ministre tout à l'heure. J'ai pris des exemples en éco-conception, en réemploi, en recyclage, etc., de façon à ce que vous ayez une image concrète de ce qui est mis en œuvre. Donc pour l'éco-conception, je pense que vous avez dû voir dans la presse qu'il y a des nouveaux matériels roulants, notamment le fameux TGV-M. Voilà, alors si on prend en dehors de ces avantages en matière d'efficacité énergétique, par son aérodynamisme, voilà, 98% en masse de la matière de ces TGV est recyclable. Voilà, donc là, c'était vraiment un effort qu'on a demandé à Alstom. Voilà, donc on ne le fait pas tout seul, évidemment, parce que l'économie circulaire, on ne le fait jamais tout seul, d'ailleurs, comme toute la transition écologique. Voilà, donc il y a vraiment un effort qui a été fait pour que le maximum de matériel, de matière, en fait, soit recyclable en fin de vie. Un exemple sur l'allongement de la durée de vie. Donc là, je pense que c'est un peu dans l'ADN de la SNCF. On a beaucoup d'ateliers de réparation, de maintenance. C'est notre tissu industriel d'ailleurs, hein, de base. Mais avec l'économie circulaire, on va industrialiser encore plus. On va vraiment industrialiser les process en fait d'économie circulaire. Et notamment, voilà, il y a toute une partie sur la rénovation des anciennes voitures intercités de nuit, hein, qui étaient initialement destiné au démantèlement, et finalement on a rattrapé et qu'on est en train d'entièrement rénover, et ça nous permet de leur donner une nouvelle vie, hein, de l'ordre de 10 à 12 ans. Voilà, donc ça c'est important. On a le même cas sur des rames magasins. Maintenant nous avons des rames magasins, c'est-à-dire qu'en fait on va stocker à un endroit une dizaine de rames et qui vont nous servir en fait de magasins de pièces détachées. Voilà, d'ici sur une vingtaine d'années, et ça va nous permettre justement d'allonger la durée de vie de nos matériels roulants avec ces magasins en live. Il y a la partie remploi, donc là je vais prendre plutôt un cas chez SNCF Réseau avec le ballast. Voilà, donc on a, vous savez que sur nos voies on a beaucoup de ballast et on a beaucoup travaillé sur comment réutiliser ce ballast. Alors c'est vrai que jusqu'ici on avait tendance plutôt à le vendre, notamment aux routiers, voilà, mais là, on s'est dit, mais c'est quand même dommage parce que c'est quand même un matériau de très bonne qualité, avec beaucoup de carrières en France, hein, parce que c'est essentiellement, on s'approvisionne essentiellement en France. Et comment en fait arriver à réutiliser pour nous-mêmes, donc réemployer ce ballast. Alors ça a été un combat, hein, je en rappellerai tout à l'heure avec les ingénieurs, hein, puisque comment en fait faire accepter qu'un ballast usagé puisse être réutilisé sur nos voies. Et notamment sur des lignes à grande vitesse qui ont des contraintes géométriques très importantes. Donc là, il y a vraiment tout un travail qui a été fait là-dessus et on a créé en fait 2 carrières artificielles dans lesquelles on stocke en fait ce ballast pour pouvoir le réutiliser. Mais aussi, on a des usines mobiles. Voilà, donc on a beaucoup d'innovations en la matière. On a un exemple aussi de recyclage sur le rail. Hein, pareil, c'est de l'acier. Voilà, pourquoi à chaque fois. Alors, effectivement, tout notre acier est quasiment recyclé de toute façon dans des aciéries, mais on a aussi travaillé avec les aciéries, et notamment les Liberty Steel, pour pouvoir en fait réincorporer dans le rail ces anciens rails en fait. Donc on fait du rail avec les anciens rails, du nouveau rail avec des anciens rails. Donc c'est vraiment une boucle complètement fermée, et ce qui nous permet évidemment de sécuriser nos approvisionnements. Voilà. Un autre exemple, c'est nos tenues images. Vous les voyez tous, hein, nos agents en gare, dans les trains, etc. Donc, on a énormément de tenues images. Et donc, c'est vrai qu'on se disait, il n'y a pas de filière textile, hein, parce qu'en fait, elles sont logotées. Et donc, ça ne peut pas partir dans des filières textiles. Donc là, l'idée a été de dire comment on peut se regrouper à plusieurs, avec des industriels, avec des associations, avec
d'ailleurs des élus aussi qui sont dans la salle pour en fait créer une filière de recyclage en fait de textiles et des tenues images qui sont en général des fibres de très bonne qualité parce que finalement elles ne sont pas si usées que ça, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un agent qui arrive avec un petit trou voilà, donc en fait on a vraiment créé cette filière de recyclage et créé même des industries qui ont été implantées en fait en région Rhône-Alpes avec création d'emplois, etc. Enfin bon, voilà, si vous voulez plus de détails, on pourra le décrire. Et puis enfin, j'avais un dernier exemple, c'est la mise en place d'une plateforme d'échange interne entre établissements, j'ai pas voilà, d'échange d'objets, de tout ce qui est petits équipements, fournitures de bureaux, mobilier, etc. Voilà, plutôt que de les mettre à la poubelle, hein, très concrètement, on a mis en place ce bon coin interne qui reste à l'intérieur. Hein. C'est pas les agents ne prennent pas pour utiliser chez eux. C'est vraiment un usage interne. Voilà, donc on a mis ça en place et on a 40 000 adhérents voilà, à cette plateforme. Et là, on l'a ouvert en fait à du gros mobilier, hein, tout ce qui est gros déménagement. Et puis depuis l'année dernière, on l'a ouvert à l'externe. Donc on a ouvert un marché de l'occasion en fait sur tout ce qui est petits équipements ferroviaires. Merci beaucoup Anne Gréau pour ces exemples. Autre retour d'expérience attendu, celui du groupe Michelin. On en parle avec Roger Bengou, directeur normes et règlements du groupe Michelin. Roger, est-ce que vous pouvez nous dire, nous partager quelques exemples très concrets d'actions qu'a mené le groupe Michelin de sortie de statut de déchets pour réintroduction dans de nouvelles boucles de production? Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Avant d'arriver à la sortie du statut de déchets, je voudrais rappeler les ambitions de Michelin en matière d'économie circulaire et ce que nous faisons. Donc, je parlerai du statut de déchets à la fin. Sur l'économie circulaire, l'ambition de Michelin, c'est qu'à l'horizon 2050, 100% des matériaux que nous utiliserons pour fabriquer nos pneus viendront soit du recyclage, soit seront des matières premières renouvelables. Et pour y arriver, en fait, Michelin s'engage et continuera à s'engager très fortement dans le développement de chaînes de valeur qui nous permettront d'avoir ces matériaux disponibles pour notre industrie en quantité et en qualité. Et je voudrais juste citer deux exemples qui vont dans ce sens. En 2017, Michelin a racheté une entreprise américaine qui s'appelle Lehigh Technology, qui est aujourd'hui une filiale à 100% du groupe Michelin, qui produit des micro-poudrettes de caoutchouc issues de pneus en fin de vie. Et ces micro-poudrettes sont destinées à être réutilisées dans la fabrication de nouveaux pneus. En 2020, Michelin a pris 20% de part dans une entreprise suédoise qui est spécialisée dans le recyclage de pneus en fin de vie par des technologies de pyrolyse qui permettent entre autres de récupérer du noir de carbone. Le noir de carbone, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, ce matériau à qui le pneu doit sa couleur noire, mais dont la fonction dans le pneu n'est pas que de donner cette couleur noire, c'est une charge renforçante en fait, qui donne notamment des propriétés mécaniques de résistance à l'usure, etc. aux pneumatiques. Et les matériaux sont desquels, je dirais, vous ne feriez pas 40 000 km avec vos pneus aujourd'hui, mais plutôt 5 000. Donc un matériau qui a une grande valeur pour notre industrie et donc qu'on peut récupérer par ces technologies de pyrolyse et réutiliser dans de nouveaux pneus. Ça, c'est nos ambitions et comment on s'engage fortement à y arriver. Ensuite, il y a l'aspect bénéfice économique. Je dirais qu'il faut qu'on soit tous conscients que, au moins dans un premier temps, jusqu'à ce que de vraies chaînes de valeur se mettent en place, on paiera plus cher les matériaux issus du recyclage. Et donc l'engagement pour plus de circularité, c'est d'abord un engagement pour la planète, mais on sait tous qu'évidemment, ça ne sera pas pérenne si à un moment donné, la question de la profitabilité n'est pas regardée dans le même temps. Et donc ça veut dire que les politiques qui vont se mettre en place, les réglementations, etc., doivent
orienter le marché, aussi bien les produits que le consommateur lui-même, vers plus de circularité. Et on va parler de la sortie du statut déchet, qui est un facilitateur pour cette transition. Donc si on parle sortie du statut déchet, d'abord, première remarque sur le cadre réglementaire. Je voudrais dire qu'en tant que Michelin, nous sommes conscients, en tout cas en interne, des risques environnementaux et sanitaires liés aux déchets. Et donc, s'il y a justement 2 statuts réglementaires différents, c'est parce qu'effectivement, un déchet, il est fait pour être collecté, traité, etc., alors qu'un produit, il est fait pour être utilisé. Donc, effectivement, ces 2 cadres réglementaires différents se justifient. Et je dirais, notre position, ce n'est pas de dire, comme on entend souvent, que oui, il faut supprimer le statut de déchet, etc. Ça a un sens environnemental d'avoir la sortie du statut, le statut de déchet. Et en revanche, il manque un cadre à l'édifice. La réglementation est plutôt bien faite, mais il manque une pierre à l'édifice, excusez-moi. Et cette pierre, en fait, c'est les critères harmonisés au niveau européen pour la sortie du statut déchet. Parce qu'en fait, on voit que n'importe quel opérateur qui aura recyclé un matériau, aujourd'hui, son marché, c'est l'Europe. Et donc, il y a des transferts transfrontaliers de déchets. Et le système actuel dans lequel l'initiative de la définition des critères est laissée aux États membres, en fait, pose un problème. Et constitue une barrière, en fait, parce que chaque État membre peut avoir des critères qui sont différents et ça devient un casse-tête pour les opérateurs. Je vous donne un exemple. Peut-être même deux. Non, un exemple. Les matériaux, les micropoudrettes de caoutchouc dont je parlais tout à l'heure, qui sont fabriqués par notre filiale à 100%, l'IA Technologies, en fait, sont fabriqués par la filiale polonaise du groupe LIAI. Et elles sont censées être utilisées dans nos pneus à travers l'Europe. On a une empreinte industrielle européenne. Et vous avez pour ces matériaux-là des critères qui existent en Italie, en Espagne, au Portugal, et puis au UK. On doit le considérer, puisque même s'il n'est plus dans l'Union européenne, c'est un marché pour ces produits-là. Et nous avons dû, nous, pour pouvoir utiliser ces matériaux, nous payer une étude par un consultant pour nous fabriquer, à partir des critères existants dans les pays, un jeu de critères harmonisés qui nous permettait de transporter ces matériaux à travers l'Europe. C'est-à-dire que sur chacune des conditions définies pour la sortie du statut de déchet par la directive cadre européenne sur les déchets, nous nous sommes alignés sur le plus exigeant, de façon à avoir un matériau, effectivement, qui circule partout. Et on l'a fait nous-mêmes. Michelin peut se le permettre. J'imagine pas le casse-tête pour une PME. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour vous donner un retour d'expérience. Ensuite, si on regarde ce que font les États membres, je dirais la France n'a pas à rougir. Hein, Madame Belvez l'a dit, on a quand même 10 secteurs qui font l'objet d'arrêtés ministériels. Nous-mêmes, on a un modèle d'économie circulaire qui est déjà très ancien, hein, que Michelin a développé après la guerre, qui est le modèle du rechapage, qui consiste en fait à faire vivre plusieurs vies en usage d'un pneumatique. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin de l'usure, eh ben, on recoiffe le matériau avec une nouvelle bande de roulement, il est reparti pour une vie supplémentaire. Et on arrive comme ça à faire à un pneu poids lourd 1 million de kilomètres avec 2 rechapages. Et donc vous imaginez qu'aujourd'hui, un modèle comme ça, qui est très circulaire et très vertueux, voilà, nos ingénieurs se battent pour concevoir une carcasse suffisamment résistante pour pouvoir faire plusieurs vies. Eh ben, malheureusement, la carcasse tombe au statut déchet après la première vie, ce qui devient extrêmement compliqué pour la personne qui doit le récupérer et le rechaper, etc.
Donc en France, je crois que c'est le seul cas que je connaisse, hein, on a depuis 2018 un arrêté, l'arrêté de sortie du statut de déchet des objets et des substances ayant fait l'objet de préparation pour réutilisation, qui prend en compte le cas du rechappage, et c'est très bien comme ça. Roger, Oui. je vais me permettre de faire tourner nos échanges. Oui, je comprends. Merci beaucoup. On a quelques questions, hein. Je regarde mon SMS, non pas que je m'ennuie parce que tout ça est passionnant, mais j'ai des questions qui m'arrivent sur le fil dans mon téléphone. Et on a une question pour Anne Guerrero vous l'avez vu peut-être la question. Sur le remploi et pourquoi Oui, on ne fait pas appel exactement. à Pourquoi des vous ne faites pas éco-organismes. appel aux éco-organismes? Pourquoi vous le faites en interne? Très brièvement. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces deux... Alors, d'abord, on fait beaucoup appel aux éco-organismes hein, sur bien d'autres sujets. Et à partir du moment où c'est effectivement une spécificité hein, du ferroviaire, hein, si on parle de réemploi notamment du ballast, hein, c'est quand même quelque chose qui est très ferroviaire. Voilà, donc c'est vrai qu'on a plutôt développé un système interne pour avoir la maîtrise de la chose, parce que en fait, souvent nos chantiers sont soit à proximité, soit là. Donc on veut organiser toute la logistique aussi ferroviaire autour de ce remploi. Il est hors de question qu'on réemploie du ballast qui vient du nord pour l'utiliser sur des chantiers qui sont complètement au sud et puis transporter ça par camion ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc en fait on a ce choix en fait de maîtriser l'ensemble de la filière et de la logistique, mais après on fait appel à beaucoup d'éco-organismes sur bien d'autres sujets. Voilà, après. Voilà, pourquoi pas créer une REP ferroviaire hein. C'est dans les cartons, mais voilà. On y Merci. réfléchit. On va continuer sur de table. On va échanger avec Benjamin Denis du groupe Session Environnement. On vient de découvrir des retours d'expérience. Benjamin, pour vous, quels sont les avantages que vous voyez à la sortie du statut de déchet? Alors, bonjour à tous, merci. Peut-être en introduction, je voudrais revenir sur le pourquoi du statut de déchet et rappeler qu'être un déchet, ce n'est pas une fin en soi, et que si on a créé le statut de déchet et du coup toute la réglementation existante et qui s'applique aux déchets, qui est différente de celle des produits en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, de traçabilité, de transport, de responsabilité, comme vous le rappeliez, Madame Belvez, c'est pour prévenir les effets, les potentiels effets des déchets sur la santé humaine et sur l'environnement. Et on a d'ailleurs créé plusieurs catégories de déchets en fonction des potentiels impacts. Les déchets inertes qui ne réagissent pas avec leur milieu, les déchets non dangereux, et attention, c'est pas parce qu'ils sont non dangereux qu'ils n'ont pas des impacts sur la santé et sur l'environnement, et les déchets dangereux qui ont les impacts les plus forts. Et donc il faut qu'on ait une approche, je pense, différenciée en fonction de ces différentes typologies de déchets, et que dans la logique de construction des réglementations, et notamment des réglementations liées à la sortie du statut de déchet, il faut aussi qu'on ait en fil conducteur le développement de l'économie circulaire, mais aussi la protection de la santé et de l'environnement et de la prévention des risques, qui fait aussi partie du ministère de Madame Pannier-Runacher. Donc pour favoriser l'économie circulaire, on a créé la possibilité, donc, comme on l'a rappelé, de sortir du statut de déchet. Chez Séché Environnement, aujourd'hui, on applique cette possibilité. On fait des sorties du statut de déchet. Alors des sorties du statut de déchet un peu particulières parce qu'on le fait plutôt à partir de déchets dangereux, où on va en fait utiliser l'arrêté de 2019 sur la sortie du statut de déchet des substances chimiques pour aller séparer la pollution à partir d'un déchet dangereux de la substance d'intérêt qui pourrait être réutilisée par l'industrie chimique et pharmaceutique. On a deux grands exemples. Le premier, c'est le brome. Alors, ce qu'il faut savoir sur le brome, c'est que c'est une matière qui est produite dans assez peu d'endroits. Au bord de la mer Noire, dans les grands lacs d'Amérique du Nord, en Chine, en Inde, et avant la guerre aussi en Ukraine. Donc on a des zones qui sont très concentrées. Et c'est des procédés qui demandent beaucoup d'eau pour pouvoir produire du brome.
Et donc chez Séché, après 5 ans de recherche et développement en partenariat avec des industriels de la chimie, on a développé une solution qui est aujourd'hui unique en Europe et dans le monde, qui nous permet, à partir de déchets de saumure bromée, d'aller détruire le polluant et de récupérer jusqu'à 99% du brome qui est contenu dans les déchets et qui ensuite va pouvoir être réutilisé par l'industrie. Et le brome, c'est un intrant qui est critique pour beaucoup d'industries européennes. Il est notamment utilisé par l'industrie pharmaceutique comme intermédiaire de synthèse, donc pour déclencher des réactions chimiques dans leur procédé de fabrication. Et donc ce brome régénéré, quand on regarde ses intérêts environnementaux, c'est 3000 fois moins d'eau consommée que du brome vierge. C'est 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins que du brome vierge. Et puis ça participe aussi à la souveraineté économique de la France et de l'Union européenne, puisqu'on permet à des industries sur le territoire européen et français de se sourcer en France, ce qui n'était pas possible auparavant. Le deuxième exemple, c'est celui des solvants usagés. Donc là, pareil, les industries chimiques utilisent des solvants dans leurs procédés industriels qui se retrouvent souvent pollués par des substances chimiques dangereuses. Et donc, on va mettre en place des distillations très performantes pour aller séparer les différentes phases, pour pouvoir extraire la pollution, la traiter en tant que déchet dangereux, et puis remettre sur le marché pour l'industrie des solvants régénérés pour qu'ils puissent être utilisés plutôt que des solvants vierges. Et donc un solvant régénéré, aujourd'hui, c'est à peu près en moyenne 80% d'émissions de gaz à effet de serre de moins qu'un solvant vierge. Aujourd'hui, si on peut faire et si on fait ça, c'est parce qu'on a un cadre réglementaire qui est exigeant. Et ce cadre réglementaire, il nous permet de nous assurer que ce qu'on fait, on le fait bien. Il permet aux producteurs du déchet qui nous le confient de s'assurer que ce qu'on le fait, on le fait en appliquant les plus hauts standards en termes de protection de l'environnement et de la santé humaine. Et il permet aussi de garantir à l'utilisateur du produit recyclé d'avoir un produit de qualité. Et donc de s'assurer qu'il est équivalent à un produit vierge. Donc ce cadre réglementaire exigeant, il est pour nous très important. Merci. On va aborder la question des risques après avoir échangé sur les opportunités, mais au préalable, on prend quelques questions qui nous parviennent. Questions courtes, réponses courtes. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire une sortie de statut de déchet pour les nouvelles filières REP que pour les filières historiques pour lesquelles il n'y a pas d'arrêté. Est-ce qu'il est envisagé d'abroger certains arrêtés ministériels rendant très contraignant la SSD? Corinne, je crois que c'est pour vous. Alors, a priori, on n'a pas de volonté particulière d'abroger certains arrêtés. Après, dans le cas où des sorties de statut de déchets européennes, par exemple, seraient prises, évidemment, elles conduiraient à abroger de fait les SSD françaises sur les mêmes usages et déchets. Merci. On va prendre une autre question. Quelles sont les priorités? Ah, c'est encore pour vous, Corinne. Quelles sont les priorités du ministère concernant les dossiers de sortie de statut de déchets à instruire prochainement? Ne faut-il pas travailler en priorité sur les matériaux utilisables en BTP, comme les terres, les centres, les déchets de déconstruction? Ils représentent des quantités énormes et des guides techniques CEREMA définissent des critères techniques et environnementaux, donc une bonne partie du travail est fait. Oui, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en préambule, à savoir qu'on peut aussi valoriser sous statut de déchet et que pour certains déchets, ça peut se justifier. Donc on n'a pas nécessairement besoin de sortie de statut de déchet. Après, sur les guides, on est effectivement en train d'y travailler et on essaye d'en avoir de manière à pouvoir faire des valorisations sous statut de déchet le plus rapidement possible. Merci. Alors, je vous propose qu'on poursuive sur les risques et on a des questions notamment sur les risques, ça tombe bien. D'ailleurs, c'était exactement celle que je voulais vous poser. C'était que vient changer la loi Industrie verte puisque cette récente loi a assoupli finalement davantage le statut de déchet. Alors, avec quelles conséquences, Corinne ? Alors, cette loi Industrie verte a effectivement créé un nouveau régime de sortie de statut de déchets. Donc, depuis octobre 2023, avec la loi Industrie verte, il est possible de faire une sortie de statut de déchets sur des installations de production sous conditions, sans avoir un arrêté ministériel et sous responsabilité de l'exploitant.
Donc le principe, c'est que c'est à l'exploitant de vérifier qu'il remplit bien les 4 conditions de sortie de statut de déchet, donc le fait qu'il y ait une fin spécifique, donc un usage identifié, le fait qu'il y ait un marché, le fait qu'il respecte bien les règles produits en sortie, et le fait qu'il n'y ait pas dans l'utilisation de ce qui est sorti de statut de déchet d'impact global nocif sur la santé et l'environnement. Donc l'exploitant qui réalise la sortie de statut de déchet peut justifier tous ces éléments, il peut le faire sous forme de dossier qui doit être transmis à ce moment-là à l'autorité compétente, donc le préfet, et dans ce cas-là, la sortie de statut de déchet est effectuée sans vérification préalable du côté de l'État, sans instruction et sans arrêté ministériel. Donc cette sortie de statut de déchet, elle répond évidemment aux besoins de l'économie circulaire, puisque du fait qu'on n'a plus d'instructions préalables et d'arrêtés ministériels à prendre, elle est directement applicable et la SSD peut être prise par l'exploitant tout de suite, après avoir fait évidemment son dossier. Donc pour autant, on a quand même la procédure historique avec les arrêtés ministériels qui continuent de s'appliquer et qui peut être prise notamment pour certains flux de déchets sensibles ou pour diverses raisons. Voilà. Après, dans la loi Industrie verte, on avait aussi une autre mesure qui s'applique aux plateformes industrielles. Donc là, c'est une mesure un peu particulière qui vise en fait à appliquer la notion de sous-produit qui est définie dans la directive cadre européenne au cas particulier de certaines plateformes industrielles. Donc là, on parle de plateformes industrielles bien identifiées, puisqu'elles sont listées par arrêté dans un arrêté, et il y en a 5 en France. Et dans ce cadre-là, on considère que les conditions d'exploitation des plateformes industrielles permettent de vérifier qu'on remplit les conditions de sous-produit, et donc on le traduit dans un article précis. Très bien. Alors on a une question, parce que c'est vrai que l'assouplissement par la loi Industrie verte amène quand même beaucoup d'interrogations. Vous avez en partie répondu, mais on va prendre cette question SMS parce que ça demande une réponse par oui ou par non, j'aurais envie de vous dire. La loi sur l'Industrie verte a posé une SSD implicite. Cela signifie-t-il que nous n'avons plus besoin des critères fixés par les arrêtés ou règlements européens, nous demande Louise. Alors, dans la loi Industrie verte, elle a posé la nécessité de vérifier les 4 conditions de sortie de statut de déchet, mais elle ne définit pas les critères associés. Et en particulier, elle s'appuie sur un cas particulier qui est celui des installations de production qui produisent un déchet qui produisent un produit qui est équivalent à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Donc on est dans un cas particulier, et donc au niveau du droit européen, ce cas particulier permet d'arriver dans une situation un peu particulière, et dans ce cas-là, les critères sont à définir par l'exploitant pour ces SSD. On va vous donner la parole si vous le souhaitez via micro. Les SMS, c'est très sympa, mais si vous voulez porter une réaction, un témoignage, on va vous inviter à réagir. Un micro baladeur va arriver jusqu'à vous. Benjamin, peut-être, puisqu'on aborde la loi Industrie verte et ses assouplissements, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins des risques à cet assouplissement ? Alors, la simplification est une bonne chose. Pour revenir peut-être sur ce que disait Madame Belvez par rapport à la simplification de la procédure de sortie du statut de déchet, c'est une bonne chose. Ce qui est important aussi, je pense, c'est d'avoir des contrôles sur les conditions de sa mise en œuvre ensuite sur les sites industriels qui vont réaliser ces sorties du statut de déchet pour s'assurer que les conditions qui ont été définies soient bien respectées. On sait qu'aujourd'hui, les services déconcentrés de l'État, notamment les DREL, peuvent manquer de moyens. Je pense que ce serait important de renforcer ces moyens pour avoir des contrôles. Le deuxième difficulté sur la loi Industrie verte, et de manière générale par rapport au statut de déchet, il y a 2 difficultés majeures aujourd'hui qu'on rencontre. Le premier, c'est de considérer que ce qui était des déchets ne doit plus être considéré comme un déchet, donc sur la loi Industrie verte. Et puis il y a aussi, on voit un effet d'une volonté de déclasser certains déchets dangereux en déchets non dangereux. Donc sur le premier point, la loi Industrie verte, comme le rappelait Madame Belvez, c'est vrai, est venue assouplir très fortement les conditions de qualification du sous-produit pour les résidus de production sur les plateformes industrielles.
et c'est-à-dire en s'abstenant d'avoir à vérifier certains critères qui sont fixés par le droit européen et par la directive cadre déchets, en considérant que le fait qu'il soit sur une plateforme industrielle permettait de répondre à ces conditions. Quand on regarde la construction du droit de l'Union européenne sur ce sujet-là et la philosophie de la Commission européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle rappelle très clairement que l'appréciation du déchet, elle doit être faite au cas par cas. Savoir si c'est un déchet ou un sous-produit, ça doit être fait au cas par cas, en fonction des conditions d'exploitation réelles et des conditions de production de ce sous-produit ou ce déchet. Et du coup, venir d'une certaine manière déréguler cette qualification de déchet, ça peut entraîner des risques. Ça peut être justifié pour certains déchets non dangereux qui ont des impacts qui sont très réduits sur l'environnement. Mais en fait, dans cette dérégulation, on a aussi entraîné une partie... on n'a pas fait de distinction entre déchets dangereux, déchets non dangereux, déchets inertes. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, un industriel, en s'abstenant d'avoir à contrôler le respect de certaines conditions, peut considérer que ce qui était hier des déchets dangereux seront demain des sous-produits, donc n'auront pas à respecter l'ensemble de la réglementation applicable aux déchets dangereux en termes d'ICPE, de traçabilité, de responsabilité, et de pouvoir les traiter dans des installations qui ne sont pas conçues pour traiter ces déchets, qui n'ont pas les mêmes normes en termes de rejet dans l'eau et dans l'air, et donc avec derrière le risque qui est de dissémination de pollution dans l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est ce risque qu'on voit. Le deuxième, sur le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux, on a l'exemple des déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc qui sont les déchets hospitaliers qui représentent un risque infectieux de propagation de maladies, et donc qui sont des déchets dangereux. Et on a vu en fait certaines autorités, des ARS notamment au niveau local, à vouloir assouplir un petit peu cette qualification du déchet du DASRI pour des raisons souvent purement économiques. Et ce qui est un petit peu dommage parce que ce qui est un vrai problème, puisque du coup, via la rédaction de guides qui n'ont aucune valeur juridique, aujourd'hui, il y a des établissements de soins, il y a des acteurs de la santé qui se basent là-dessus pour considérer que leurs déchets dangereux ne sont plus des déchets dangereux, et donc ne pas avoir à respecter la réglementation qui s'applique, avec quand même, on parle de risques infectieux, donc des risques quand même pour les travailleurs dans les hôpitaux, pour les travailleurs des services de collecte et de traitement des déchets. Après la crise du Covid qu'on a connue, je pense que le mouvement n'est pas le bon. Donc mon message, il est juste de dire oui à la simplification parce qu'on en a besoin, mais non à la dérégulation. Merci. On va parler perspective et frein dans quelques instants. D'ailleurs, il y a des questions sur le sujet. Mais on vous invite à vous saisir du micro pour réagir, poser vos questions de vive voix si vous le souhaitez. Alors, on a une personne qui... Non, c'était vous que je montrais, excusez-moi, pour dire que c'était vous qui aviez le micro. Si vous pouvez lever la main, comme ça on vous voit bien. Voilà, le micro est en bas à gauche. Donc qui souhaite réagir, poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Alors, on a des questions tout en haut, à gauche, au milieu. Madame, si vous voulez bien monter. Je vous remercie. Alors, nous allons prendre une première question. Je vais vous inviter chacune et chacun à vous présenter. En attendant que le micro arrive. Ah non, il est arrivé. Alors allons-y. Bonjour. Merci. Bonjour, Mathilde Billon du cabinet de conseil RDC Environnement. J'avais une question par rapport à la pratique en fait, pour les industriels de sortie statut de déchets. Parce qu'aujourd'hui, si on utilise l'ancien cadre de sortie de statut de déchets, en fait, on va faire tout le travail d'analyse de son déchet, développer des critères. Ensuite, éventuellement, il y aura un arrêté, mais il profitera aussi à tous les concurrents. Ça, c'est un frein dans ce qu'on peut observer chez les industriels qu'on accompagne. Et avec le nouveau cadre réglementaire, il faut faire un dossier pour chaque installation de production qui va incorporer le déchet. Donc ça peut aussi multiplier le nombre de dossiers locaux et il faut que ces installations, elles aient bien un statut d'installation de production.
Ça pose aussi la question des rubriques ICPE et il faut qu'elles soient en France et donc dans le cadre de projets plus européens, comme le disait le représentant de Michelin, ça pose quand même des soucis. Donc il y a, de notre point de vue, en tout cas sur des dossiers qu'on a accompagnés, vraiment aujourd'hui des trous dans la raquette. Je me posais la question par rapport aux évolutions que vous envisagez au ministère. Est-ce que certaines de ces évolutions vont répondre à ces points? Merci. Corinne, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Alors, je pense que c'est ce qu'on va aborder dans la dernière partie sur les perspectives, mais On effectivement, peut anticiper. effectivement, nous, on voit surtout le fait que les choses sont en train de se débloquer au niveau européen, et donc notre implication et notre contribution à ce niveau-là nous semble essentielle, parce qu'on pense que vraiment l'avenir pour les SSD, c'est plutôt le niveau européen. Mais vous pouvez développer, on peut anticiper sur la partie suivante, comme on a pris un petit peu de retard et que c'est important d'échanger avec le public, vous pouvez développer sur cette partie. Et Roger souhaite intervenir également. Peut-être Corinne souhaitait développer ou pas, comme vous le souhaitez? Non, bah alors Roger, allez-y. Oui, je voudrais juste faire une remarque sur l'aspect concurrentiel de la question. Je pense qu'il ne faut pas faire de ces problèmes, quand on veut une SSD, on ne cherche pas un avantage concurrentiel. Et c'est souvent comme ça en réglementation, c'est le premier qui commence, qui travaille pour la filière. Donc moi, ça ne me pose pas de problème que le travail que nous faisons en tant que Michelin lorsque nous allons voir la DGPR, et d'ailleurs ça me permet de dire qu'à chaque fois qu'on est allé voir la DGPR, on a eu une oreille attentive et extrêmement compétente, et c'est toujours comme ça en réglementation. Vous démarrez le premier, et bien vous travaillez pour la filière. Merci. Est-ce que nous avons une autre question, une réaction? J'avais vu d'autres bras se lever, toujours en haut. Bonjour. Bonjour, Madame François, vice-présidente d'un syndicat de traitement des déchets et représentante de l'Association des maires de France à la CIFREP, donc la commission interfilière. Donc je voudrais répondre pour illustrer ce que disait la question précédente sur les problèmes de réglementation qu'il y a chez nous, parce que je trouve que l'exemple, on vient de l'avoir, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'en France, en termes de PIB, l'industrie manufacturière, c'est que 9% de notre PIB, c'est-à-dire comme celle de la Grèce. C'est-à-dire que la majorité de ce que nous consommons chez nous, ça vient d'Asie, on est bien d'accord. Et donc, étant donné que dans l'Union européenne, il n'y a aucune vérification sur ce qui vient de l'extérieur, avec tout ce qu'on rajoute comme complications sur nos pauvres industries pour arriver à produire des choses avec un peu de matière recyclée, ben pendant ce temps-là, c'est vraiment la fête du slip avec tout ce qui rentre au niveau européen. Merci. Donc ça n'appelait pas une réponse, c'était une réaction. Merci beaucoup, madame. En plus, vous êtes chaleureusement applaudie. Est-ce qu'on a d'autres réactions? J'ai éventuellement des questions qu'on n'avait pas pu poser tout à l'heure, qui étaient en SMS, qui sont autour justement de l'Europe et des réglementations. Il y en a deux qui concernent pas de concurrence entre pays. Avec les primes à l'incorporation des matières premières recyclées dans le plastique notamment, la question comment éviter la fraude si en fait les codes douaniers sont les mêmes pour les matières premières recyclées et les matières vierges. C'est une question de Catherine Klein. Et j'ai une deuxième question qui va aussi sur cette problématique européenne. Il y a deux statuts matériaux issus de déchets et matériaux premiers. La personne qui a posé la question dit sont utiles, car le but de ces matières est différent. Mais gros problème, parce que les critères sont différents selon les pays. Et donc, la question, pourquoi ne pas s'appuyer sur les critères physico-chimiques? Donc on voit bien que, comme M. Ebengo l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des critères différents, ça pose vraiment problème à un certain nombre de personnes et pose la question comment en sortir. Merci de relayer ces questions SMS. Roger? Écoutez, moi je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous, Michelin, nous sommes convaincus que le bon niveau pour traiter ces problèmes, c'est le niveau européen. Et j'allais dire, j'ai été très heureux, j'avais prévu de dire que la France devrait prendre des initiatives au niveau européen pour pousser la Commission à mettre un peu plus de ressources sur ce sujet-là. J'ai été très heureux de constater dans la bouche du ministre tout à l'heure qu'elle en faisait une priorité, donc je n'en dirai pas plus. Corinne?
Oui, peut-être pour développer un petit peu ce qui a été fait au niveau européen, c'est vrai que si on regarde un petit peu en arrière, la directive 4 prévoyait qu'il pouvait y avoir donc ces SSD au niveau européen. Il y a eu quelques flux, enfin la manière dont ça se passe de manière générale pour ces flux au niveau européen, c'est qu'il y a une étude du JRC qui est faite, des consultations réalisées auprès des parties prenantes, des industriels, des ONG, etc. Et ensuite, le texte est voté en comitologie avec les États membres. Dans les années 2011-2013, on a eu 3 règlements d'exécution qui ont été pris pour 3 flux de déchets différents. Donc c'était sur les débris de cuivre, les débris métalliques et les calcins de verre. Et à partir de 2013, on n'a pas eu d'autres règlements d'exécution européens qui ont été pris pour des sorties de statut de déchets. C'est sans doute lié au fait qu'il y a eu un projet de règlement d'exécution sur les papiers qui a été bloqué au niveau européen et qui a conduit la Commission à prendre un petit peu de recul avec ces sorties de statut de déchets. Depuis, la Commission a regardé un petit peu les différents flux qui pouvaient être soumis à sortie de statut de déchets et là, on se rend compte qu'il y a une volonté de remettre un petit peu la machine en marche. Donc c'est aussi cette évolution-là qu'on voit, nous, d'un point de vue positif. Parce que effectivement, côté français, enfin, comme ça a pu être dit plusieurs fois, on identifie bien les limites des sorties de statut de déchets françaises et les difficultés qu'on rencontre dès qu'il est question d'ex-déchets, de sorties de statut de déchets qui doivent franchir les frontières. Par ailleurs, on voit que nos homologues des autres États membres n'ont pas forcément appliqué la directive 4 sur ce sujet de la même manière que nous. On a des États membres qui ont pris en charge des SSD au niveau très local. Donc ça fait qu'il peut y avoir pour des mêmes flux de déchets des critères différents au sein d'un même État membre. On a des États membres qui considèrent que certains types de sorties de statut de déchets sont possibles, comme par exemple pour faire de la combustion, et d'autres non. Donc tout ça pour dire qu'on a quand même des approches très très différentes entre les États membres sur cette question de la sortie de statut de déchets. Et finalement, on voit que la SSD au niveau européen, c'est vraiment la SSD qui permet d'avoir un accès au marché intérieur avec une libre circulation derrière, sans avoir toutes ces difficultés de cohérence entre les sorties de statut de déchets. Il nous reste 10 minutes, on va faire réagir sur ce sujet nos 3 intervenants. Michelin, SNCF, d'abord, vous appelez, j'imagine, une harmonisation aujourd'hui. Est-ce que vos ambitions industrielles, elles sont freinées par la réglementation? Roger, peut-être, d'abord. Alors, freinées, non, parce que, comme l'exemple des micropoudrettes tout à l'heure montre que finalement, on prend la réglementation qu'on met, on l'applique, donc on n'est pas freiné. Mais ce sont quand même des contraintes extrêmement lourdes qui demandent beaucoup de ressources. Encore une fois, je pense que le cadre tel qu'il est, il est fait pour amener un standard élevé de protection de l'environnement. Et donc, je pense que le problème, ce n'est pas de remettre en cause le cadre, mais c'est de rajouter la pierre qui manque. Et sur la pierre qui manque, on est tous d'accord pour dire que le bon niveau, c'est le niveau européen. Et on va dire les mesures nationales, c'est mieux que rien. Et encore une fois, la France est plutôt un bon élève. Voilà, une bonne élève plutôt. Et on essaye de trouver notre chemin dans ce cadre extrêmement complexe qu'il faut effectivement simplifier. Anne ? Oui, je pense qu'en fait, il y a des freins réglementaires et donc qui nous limitent dans dans le développement de l'économie circulaire en général. Et au-delà du frein, en fait, souvent on est en fragilité juridique, en fait, parce que c'est la réglementation. On voit bien, il y a beaucoup de questions. Pour l'expliquer, quand même, on met beaucoup de temps.
Et donc, voilà, donc on n'est jamais sûr. Alors, on fait beaucoup travailler les cabinets juridiques, hein, c'est très bien. Mais néanmoins, en général, ils sortent les parapluies. Et donc, à la fin, c'est quand même nous qui décidons de savoir si on prend le risque ou pas d'être bien dans les clous réglementaires ou pas. Et donc, je trouve que cette insécurité juridique est vraiment extrêmement gênante pour les industries. Et surtout, quand on parle de déchets, parce qu'effectivement, cette notion de déchets, pour moi, elle pose problème. C'est vrai que le nom même de déchets et de ne pas passer à la notion de ressources ou de matière, en termes d'image, c'est catastrophique. Et même si on dit on est vertueux parce qu'on réemploie du déchet, vous imaginez, en termes de communication, moi j'ai vraiment du mal à le faire. Hein. Voilà. Donc et je trouve que justement, à l'image de réglementation plus large comme la CSRD, je ne sais pas si tout le monde connaît ce vocable, hein, mais en fait la directive sur le reporting extra-financier, on parle bien de risque. Donc effectivement, il y a bien cette notion de risque dans la notion de déchet. Et c'était bien un risque environnemental hein, et sur la santé, donc, mais c'est aussi une démarche en opportunité. Et là, le fait que ce soit la notion de déchet, la notion d'opportunité, on a beaucoup plus de mal à la traiter. Et quand on parle aussi d'impact et de dépendance, qu'on retrouve aussi dans cette directive, oui, on a un impact, donc on a des risques toujours, mais on a aussi, et on est dépendant en approvisionnement, et donc il faut arriver à traiter tous ces sujets. Donc je pense qu'il y a vraiment un devoir d'aller vite. Tout à l'heure, on parlait des documentations sur le CEREMA. Ces documentations, elles ne datent pas de 2023. Hein, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces guides. Voilà, donc il faut vraiment passer rapidement à la phase ultérieure. Benjamin, pour sortir de cette fragilité juridique dont parle Anne, il faut un cadre beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'il faut selon vous ? Ouais, moi, j'approuve tout ce qui a été dit. Hein. J'ai peut-être un petit bémol sur le terme de ressources au lieu de déchets, parce qu'il y a des déchets qui ne deviendront jamais des ressources, et c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, gardez les deux. Je pense que le niveau européen, aujourd'hui, est l'échelon essentiel pour harmoniser les critères de sortie du statut de déchet. Par exemple, alors c'est pas un frein, mais c'est vrai que c'est une contrainte, mais la réglementation française, elle nous dit aujourd'hui que si on fait une sortie du statut de déchet en France, et donc que le déchet redevient produit, en termes de transfert transfrontalier, donc d'import ou d'export vers d'autres pays de l'Union européenne, il doit continuer à être considéré comme un déchet et non un produit, sauf à ce que l'État d'accueil considère que ce soit bien un produit. Mais du coup, on met en place des procédures qui sont exigeantes, hein, c'est une très bonne chose, mais derrière, on doit encore aller continuer à avoir une procédure administrative qui est lourde sur ces transferts-là, alors que tout le travail a été fait en amont. Et moi, j'aimerais juste dire en conclusion, je pense que la conclusion de ces débats, c'est que ce qui est important de garder en tête, c'est d'avoir le bon équilibre entre développement de l'économie circulaire et prévention des risques. Et ne jamais oublier ça. Merci. On va vous inviter à réagir. On va relayer aussi les questions SMS. Donc, n'hésitez pas à lever la main et on va vous apporter le micro. Alors, est-ce qu'on a des questions, des réactions, des remarques, des moments de détente comme tout à l'heure? C'est toujours les bienvenus. Alors, nous avons une question ou une réaction. Bonjour. Bonjour. On est en train de suspecter le lien entre les PFAS et les CSR, c'est-à-dire et l'incinération plus exactement. Donc la sortie du statut de déchet des CSR est-elle envisagée? Corinne? Alors les CSR sont gérés comme des déchets, donc c'est des déchets qui sont incinérés. Donc a priori non, on n'a pas de sortie statut de déchets pour les CSR. Merci. Une autre question? Ou en attendant, on peut relayer peut-être les questions SMS? Oui, on peut. Une session assez longue et assez complexe sur les contraintes ICPE, des installations qui réutilisent des déchets sortis du statut de déchet. Ces contraintes sont lourdes sur ces ICPE, qui rendent impossible, selon la personne qui a envoyé la question, le développement de certaines activités. Dans le même temps, il semblerait que la réglementation pour le réemploi
et de plus en plus d'acteurs, dont les éco-organismes, tendent à faire de plus en plus considérer certains flux dans le réemploi pour alléger leurs contraintes, parce que moins de contraintes dans la réglementation pour le réemploi. Donc la question c'est, est-il envisageable de travailler avec une approche risque et d'harmoniser les réglementations réemploi, réutilisation, voire de définir une ICPE pour réemploi, réutilisation? Merci. Qui souhaite se lancer? Je crois que c'est encore pour Corinne. Hein. Je suis désolé, Corinne. Merci. Alors, la question de la gestion des ICPE, effectivement, je ne sais pas si on pourra conclure sur le sujet dans le temps qui nous reste, mais c'est un des sujets qui nous occupe, puisqu'effectivement, les ICPE qui accueillent des déchets ont un statut particulier et des règles particulières. Du coup, c'est ce qui nous conduit notamment à réfléchir aujourd'hui à des nouvelles rubriques pour des flux qui sont particulièrement stratégiques, à réfléchir à des ICPE qui soient à la fois pour les déchets et les produits, surtout quand on identifie que les risques sont les mêmes. Donc ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Mais effectivement, la nomenclature ICPE est relativement touffue, et donc toute révision nécessite d'aller très doucement et de manière très prudente sur ces questions. Merci pour votre question. Alors, est-ce qu'on a... Oui. Au premier rang, on a une question. Ça va vous obliger à descendre 4 à 4. Attention. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour, Olivier Guichard-Daz, Déchets Info. Quand on a un déchet dangereux, on n'a pas le droit de le mélanger à autre chose pour faire un déchet non dangereux. Mais quand on a un déchet non dangereux, on a le droit de le mélanger avec d'autres choses, dont, au hasard, un liant hydraulique, pour en faire un déchet qui serait, paraît-il, considéré comme inerte, voire comme un produit. Tout ça avec une sortie du statut de déchet implicite, si j'ai bien compris. Je trouve ça un peu curieux, parce qu'après tout, un déchet non dangereux, il est susceptible alors, il est certes non dangereux, mais enfin, c'est pas un déchet inerte, quoi. Et donc, il y a un truc un peu bizarre. Oui, il y a une entreprise qui est d'ailleurs partenaire des assises qui dit faire ça. Ça me surprend. J'aimerais bien avoir notamment l'avis du ministère et puis éventuellement des autres personnes en tribune. Merci. Alors, Corinne, Benjamin? Alors je pense que si c'est pour discuter d'une entreprise en particulier, peut-être qu'il vaut mieux qu'on le fasse en dehors du débat. Sur le principe, comment on peut faire un produit, voire un truc censé être inerte, avec ce qui est à la base un déchet non dangereux. On va tenter de vous apporter une réponse, mais on ne vous entend pas sur le micro. Hein. Excusez-nous, monsieur. Oui, alors sur ce qui concerne les sorties de statut de déchets, effectivement, de toute façon, c'est à l'entreprise de pouvoir bien prouver que ce qu'elle met en œuvre pour sortir de statut de déchet permet ensuite de respecter les conditions, et notamment le fait que ce qui sort est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Donc ça peut faire partie effectivement des points d'attention particuliers qu'on peut identifier dans ce type de cas. Benjamin, vous vouliez réagir ? Non, c'est juste, c'est vrai que le principe de non-dilution, il existe pour les déchets dangereux, pas pour les déchets non dangereux. Comme je le rappelais, c'est vrai que déchet non dangereux ne veut pas dire qu'il n'a pas d'impact potentiel sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc il faut être attentif à de manière générale, il faut être attentif à ce que les produits qu'on puisse remettre sur le marché qui sont issus de déchets n'aient pas de risque de dissémination de pollution dans l'environnement. Merci. Bien, cette table ronde se referme. Un grand merci à nos internautes et intervenants, Corinne Belvez, Benjamin Denis, Anne Guerrero, Merci. Roger Bengou. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions via SMS et via micro.